Bonjour tout le monde, notre invité aujourd'hui sur Légende, c'est Charles, ancien membre des Forces Spéciales, qui va nous raconter des missions que vous n'avez jamais entendues, exceptionnelles. Juste avant, le temps que je parle, prenez 2 secondes pour vous abonner à notre compte YouTube Légende. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand on sort une nouvelle vidéo. Donc merci à vous tous de le faire et d'être de plus en plus nombreux aussi sur notre compte Instagram. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo si vous voulez venir nous rejoindre. On met toute la journée des posts, on fait vivre l'actualité aussi dessus. Et c'est parti avec Charles, membre des Forces Spéciales. Il va nous raconter tout ça dans l'émission. Bonjour, moi c'est Charles, j'ai fait 13 ans dans les Forces Spéciales. Et aujourd'hui, je monte ma salle de CrossFit. Et ben voilà, bienvenue Charles. Merci d'être venu. Avec plaisir, merci. Jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité. Charles, c'est ton pseudo? Charles, c'est mon pseudo, voilà. Ok, voilà, qu'on sache très bien. Voilà. Charles était au premier PIMA. C'est ça, voilà. Qui est un peu la Ligue des champions des forces spéciales, non? C'est vraiment le Graal. La pointe de l'épée, ouais. Ah, c'est la pointe de l'épée? Oui. Juste pour dire, tu as passé 10 ans dans la FS? Oui, un peu plus même. J'ai fait à peu près 13 ans dans les Forces Spéciales. Et là, maintenant... T'as l'accent du Sud? L'accent du Sud, ouais. Ouais, tu viens d'où? De Biarritz. De Biarritz, ok. Voilà. Salut à tous les gars de Biarritz. Et donc, c'est le régiment des parachutistes de l'infanterie de marine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le premier PIMA. Et tu as participé à une mission, il y a 2 otages français qui ont été tués, on en avait déjà parlé il y a très longtemps avec Alex French SAS. Oui, c'est ça, voilà. Le QG que tu connais. Tu étais d'ailleurs sur la même mission que lui, du coup. Oui, on était ensemble sur la même mission, on était dans le même groupe. En fait, il y a 2 groupes qui ont été envoyés par hélicoptère, et voilà, j'étais dans le groupe d'Alex. Tu vas nous raconter Voilà, après. je raconterai après. Et vous avez arrêté des djihadistes en pleine nuit, vous avez fait plein de choses, tu vas nous raconter, tu as participé à une mission secrète dans un pays, on ne peut pas le citer, parce qu'on n'est pas censé y avoir été, la France, c'est ça? Voilà. Et en 2017, tu as été blessé par balle à l'entraînement. Et tu as failli y passer quand même. Voilà, ouais, sur le moment, j'étais quand même pas bien à la base, ouais. Juste, tu viens pas d'une famille de militaires pour Non, pas du tout. Tu passes un bac STI et après un DUT service et réseau de communication, donc rien à voir. Non. Comment tu passes de ça à l'armée? Comment ça se passe? Alors, tout simplement parce que déjà, en fait, de base, j'ai quand même toujours été un petit peu geek. Voilà, j'aime bien la technologie, tout ce que ça comporte. Et en parallèle, en fait, j'ai toujours été attiré par le métier des armes, par le fait de servir mon pays et par cette volonté, en fait, d'intégrer l'armée. Après le bac, en fait, j'avais soit la possibilité, en fait, de continuer les études, soit la possibilité de m'orienter directement sur l'armée. À l'époque, c'était quand même assez compliqué. En fait, de prendre des renseignements, en fait, les réseaux... Ouais, c'était pas si facile qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Internet était quand même assez prémisse. Donc, en fait, trouver des renseignements... C'était beaucoup plus compliqué, quoi. Et tu les as trouvés au CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées. Ils te conseillaient quoi au départ? Moi, je sais que j'avais vaguement entendu parler du premier PIMA, du 13e RDP. Et quand j'ai évoqué ces noms-là au CIRFA, on m'a clairement dit c'est les forces spéciales, c'est compliqué et tu n'y arriveras pas. Tout de suite. Voilà. Moi, je prends pour argent comptant ce qu'il me dit. Je me dis, ah oui, c'est trop dur, mais pourquoi j'ai toujours cette réflexion, pourquoi en fait, quelqu'un pourrait y arriver et pourquoi moi, je ne pourrais pas y arriver, il ne me connaît pas. Et tu te retrouves au 35e RAP, on dit 35e RAP? 35e RAP, voilà. Régiment d'artillerie parachutiste, donc en gros, tu signes, mais pas vraiment où tu veux pour l'instant, mais en tout cas, tu y vas. Tu vas finir premier de tes classes. Voilà. Donc c'est quand même exceptionnel. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas assez d'action, c'est ça, très vite? On nous montre des vidéos qui sont en fait très alléchantes. Et, qui donnent envie de l'action, tout ça, quoi. Ultra ciblé. En fait, c'est un film hollywoodien, les vidéos qu'on nous présente. Donc en fait, quand je vois la vidéo, je dis ouais, en fait, c'est ça que je veux faire. Ouais, je comprends. Et en fait... Donc je signe, je fais les classes se passent relativement bien. Et derrière, en fait, déjà, ils commencent à nous, à la fin des classes, on commence à nous dire, à nous mettre la petite sonnette d'alarme, dire voilà, vous avez vu ce que vous faites? En fait, la vraie vie, c'est pas ça, ça sera plutôt ça. Et quand je le vois arriver, ouais, c'est vrai que je me dis, putain, mais en fait, c'est pas ça que je suis venu chercher. Ah, c'est à 24 ans que ton dossier est accepté pour les forces spéciales, c'est ça? J'ai envoyé mon dossier, en fait, pour le premier PIMA, juste avant de partir en Afghanistan. Pendant la mission, en fait, il y a eu, je suis passé par toutes les phases. En fait, ouais, ton dossier est en cours, t'es pas accepté, t'es accepté, t'es pas accepté. Pour au dernier moment me dire que, en fait, j'étais pas pris. Et par l'intermédiaire de cinq contacts, en fait, j'ai réussi à prendre contact avec quelqu'un au premier PIMA, lui demandant pourquoi mon dossier n'était pas pris. Et en fait, il s'avérait que mon dossier n'était jamais arrivé à destination. Et c'est là qu'il s'est suivi une petite discussion. En fait, on lui a demandé si je valais le coup et mes motivations. Et en fait, il y a eu
on va dire, un pari qui a été tenté. Ils m'ont dit, bon, ok, ben, vas-y, feu, viens. Et tu démarres un cursus d'1 an, 9 mois de sélection, Voilà. 80 au début, 18 à la fin. C'est ça, voilà. Ils prennent vraiment que la crème de la crème de la Voilà. crème. Une bonne partie part tout seul, en fait. Pas forcément les plus mauvais physiquement, mais il y a beaucoup de... C'est beaucoup le mental qui fait. Être bon, enchaîner 200 pompes et monter 24 cordes, en fait, ça fait pas ça un bon commando. Il faut avoir un niveau physique, mais le niveau physique, déjà de 1, il peut s'atteindre. Mais c'est surtout un état d'esprit, en fait. On cherche vraiment un état d'esprit, un mental. En fait, il faut avoir cet esprit cet esprit de groupe. Ça veut dire quelqu'un de très fort. Ouais, il peut être très fort, mais il est très fort tout seul. Et donc là, est-ce que tu as failli craquer ou à un moment donné, dans la sélection, c'est vraiment très très dur? Pas craquer, pousser à bout, se demander plusieurs fois qu'est-ce qu'on fait là, ouais. Ah ouais. On y passe tous par là. Pendant la formation, il y a une partie, ça s'appelle l'URH, en fait, où on vient s'enterrer dans le sol, creuser des caches. Il n'arrêtait pas de pleuvoir depuis 4 jours. J'étais en train de creuser mon trou dans la boue, trempé. Et pendant 10 minutes, je me suis assis sur mon tronc et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, au chaud c'est ça, mais en fait, tu regardes autour de toi, tu as des arbres, tu as de la boue, tu es trempé, tu t'appelles et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, voilà, et là, en fait, tu prends le temps de réfléchir aussi, de dire, mais en fait, ouais, mais c'est... C'est pour voir qui est capable. Est-ce que c'est pouvoir, j'en suis capable et... Voilà. Mais je pense qu'on passe tous, en fait, on a tous ce moment de réflexion. Et les gens qui disent, non, j'ai jamais failli, j'ai jamais eu le doute. Enfin, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Donc ça s'appelle le stage RAPAS, R-A-P-A-S, ça veut dire quoi? Recherche aéroportée et action spéciale. Donc là, c'est excitant ce qu'ils te proposent, par contre, quand tu auras réussi ce stage? Oui, ben là, en fait, là, tu sais qu'il va y avoir de l'action. Derrière, on va dire, il y a le Saint Graal. C'est arriver en groupe et avoir, en fait, toutes les missions, en fait, qui incombent aux forces spéciales. Et c'était vraiment ce que tu imaginais? Ben, en fait, on imagine toujours plein de choses. C'est pas exactement pile-poil comme dans mon scénario. Mais j'ai vécu des choses fabuleuses. Que ce soit en fait avec des actions de feu ou sans actions de feu, parce qu'en fait la mission de force spéciale n'est pas forcément une mission d'action de feu, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire quoi? En fait, la mission de force spéciale, en fait, c'est une mission en fait avec une forte valeur ajoutée. Ce qui veut dire qu'à 10, on peut avoir en fait un effet de 40 personnes. Tu peux taper plus de nombre que toi. S'infiltrer dans un village, aller récupérer quelqu'un, faire quelque chose et repartir sans tirer le moins de coups de feu. Ça, c'est l'objectif. L'objectif n'est pas forcément le coup de feu. Le coup de feu est souvent la résultante de quelque chose parce que on vient réduire une résistance. Donc en fait, il faudra forcément passer par la force. Tu as déjà dû rentrer dans des maisons de manière complètement discrète, justement, sans réveiller les gens et en enlevant quelqu'un, par exemple? Oui, sur une mission, on devait récupérer en fait un poseur d'IED. Donc c'est les engins explosifs? C'est les engins explosifs. Du coup, en fait, le but n'est pas forcément de le neutraliser, n'est pas de faire du bruit, mais de le récupérer. En fait, il faut vraiment... Pour faire un interrogatoire. Voilà, le but, en fait, la mission, récupérer telle personne. Et du coup, on s'est infiltré dans le désert, où on a pris le temps en fait, d'observer, de regarder en fait, si la personne était là, l'activité du village, et trouver le meilleur moyen pour intervenir. Des fois, en fait, on prend 3-4 heures de temporisation pour trouver le meilleur moment. En fait, souvent, sur des missions comme ça, on a notre deadline. Ça veut dire que l'objectif, c'est lever du jour. En fait, au lever du jour, il faut que la mission soit faite. Tu as les lasers où il n'y a vraiment que toi qui les vois, c'est ça? Dans tes jumelles? Voilà. Vous avez ce système? Alors, on a ces types d'appareils. En fait, on a sur nos armes, en fait, on a tout un tas d'équipements en fait, qui peuvent être vus que par des personnes en fait, possédant des JVN, des jumelles de vision nocturne. Et ce qui nous permet en fait, d'avoir en fait, cette plus-value sur certains théâtres. Il t'est déjà arrivé une connerie, une merde, où tu rentres dans une maison, tu veux pas faire de bruit, tu marches sur un jouet pour enfants? Oui, j'en sais rien. Alors, le jouet pour enfants, non, je l'ai jamais eu. Alors non, j'ai pas eu de galère quand je devais pas faire de bruit, mais une anecdote particulière. En fait, avec les jumelles de vision nocturne, en fait, on a un angle de vision qui est relativement réduit. Et en rentrant dans une... pourtant, on l'avait briefé en amont, parce qu'en fait, on a souvent des images satellites de la zone. Et on avait dit, attention, il y a un trou ici. Et en rentrant dans la cour, en fait, on s'est éclaté. Mais dans l'adrénaline et tout ça, en fait, j'ai un pote qui a disparu. En fait, il est tombé dans le trou, mais 1,50 m plus bas. Dans un puits, comme? C'est un genre d'une petite fosse. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on rentre,
on le voit, et d'un coup, disparition. Pilotage. Oh là là, la vache. Ouais. Ah ouais, donc c'est... Bon, il s'est pas fait mal. Pour le coup, il s'est pas fait mal. Il Ouais, avait pas un petit tordu bleu. une cheville, une connerie. Voilà. Mais Ça va vite, une connerie, quand même. Ah, mais ça peut, en fait, ça peut aller très très vite. Ça peut aller. Et après, si ça tire et que lui, il est bloqué dedans, tu fais quoi? Voilà. Ah là, mais là, c'est le début des emmerdes. C'est le début des emmerdes. Ouais. En fait, le moindre grain de sable dans une Le mission, moindre grain de sable peut compromettre la mission. C'est quoi la mission où tu as eu le plus peur pour toi? Il y a eu Ouzbin, c'était particulier parce que c'était le premier au conflit. J'avais 22 ans, et en fait, on se dit là voilà, c'est ça en fait C'est ça, la guerre. Et au FS, t'as jamais eu une mission où vous étiez prêt à partir, où tu t'es dit waouh, j'ai eu de la chance? Après, sur Archange Foudroyant, c'était quand même particulier parce qu'on a Qu'est-ce quand que c'est même. Archange Foudroyant? Tiens, on va en parler. Archange Foudroyant, en fait, c'est une mission qui a eu lieu en 2013, si je dis pas de bêtises. En fait, qui était une mission de libération d'otages. Il y a eu deux Français qui se sont fait enlever au Niger. Le restaurant, c'était le Toulousain. Ils étaient pas escortés, mais ils étaient ramenés jusqu'à la frontière du Mali par les terroristes. Et du coup, nous, on a été mis en alerte pour en fait les intercepter sur la route avant qu'ils franchissent la frontière. On est allé à leur rencontre. Le point de contact, en fait, s'est fait juste avant la frontière. Et en fait, notre hélicoptère, quand même, s'est fait à récupérer. Je crois qu'on a pris 23 impacts dans l'hélicoptère. Bah, Ouais. t'étais dedans, oui. Oui. Encore à l'époque. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, en fait, d'être dans l'hélicoptère et d'entendre les balles qui tapent sur la carlingue. Ah, tu sais qu'une mal positionnée peut te faire tomber. Oui, voilà. Mais en fait, c'est surtout quoi. En fait, autant la balle peut traverser la carlingue, parce qu'en fait, la carlingue n'est pas blindée. Ah, waouh. Donc, ok. en fait, ça traverse. Et aussi, en fait, s'il y a une balle qui tape les commandes de vol, c'est toute la machine qui s'écrase. Ah ouais, ils étaient. En allant à leur rencontre, en fait, eux, ils se postaient régulièrement dans des petits oasis pour regarder en fait ce qui se passait. Ils devaient se douter qu'ils devaient être poursuivis. Ah, bien sûr. Parce qu'en fait, il y avait quand même les drones et il y avait pas mal d'aéronefs qui circulaient en l'air. Donc en fait, ils devaient commencer à se douter qu'il y avait quelque chose. Il y avait Anguille sous roche. Voilà. Et en fait, en arrivant aux abords en fait, d'un oasis, en fait, notre hélicoptère il a commencé à prendre des impacts. Et le pilote a fait ses manœuvres d'esquive et a posé directement pour Vous faire sortir. nous faire sortir. Et sauf que ça se passe pas comme prévu, c'est ça? Vu que déjà ils savaient qu'ils étaient poursuivis, ils ont fait sortir un des otages et l'ont exécuté. Et le second, en fait, ils l'ont laissé dans le véhicule. Il s'avérerait qu'ils l'auraient exécuté avant le combat. Vu leur formation et le contexte, en fait, eux, ils voulaient surtout pas être pris et surtout pas combattre jusqu'au dernier moment. Ouais, ils voulaient mourir en martyr, quoi. Oui, mourir en martyr, voilà. Et donc, Et ils surtout n'avaient pas qu'on du tout récupère l'intention pas de les- libérer les otages, quoi. Non. Vous êtes 200 hommes mobilisés, c'est ça? 20 soldats du premier APIMA. Toi, t'arrives avec le groupe d'Alex, c'est ça? Oui, voilà. On parlait, qu'on a reçu dans le QG. Vous arrivez vers le pick-up, c'est ça où il y a malheureusement la personne décédée? Voilà, ouais, mais du coup, en fait, on est trois groupes mobilisés. On est deux groupes héliportés et un groupe qui arrivera en renfort en parachute. Nous, les deux groupes héliportés, on pose. Du coup, on se réarticule. D'abord, c'est l'autre groupe qui commence à progresser. Ils ont un blessé, donc ils se réarticulent autour du blessé et on prend le relais. Plus tard, on découvre en fait le second otage mort et celui qui est dans le véhicule aussi est mort. Ça, c'est des images qui restent ou... C'est particulier parce qu'en fait, on est sur une mission de libération d'otages, donc c'est quand même quelque chose d'assez intense, où on demande de la précision. Alors la mission est accomplie parce qu'on a neutralisé la menace, mais on n'a pas ramené les otages. Après, des fois, toute mission n'est pas réalisable, c'est ça qui est frustrant. Oui, t'as eu l'impression que c'est un échec quand tu reviens pas avec les otages vivants. Oui, voilà. Le cadre de la mission était... on avait peu de chances de les ramener, mais toute chance est bonne à prendre. Tout à l'heure, on parlait d'arrêter un djihadiste en pleine nuit, Oui. sans faire de bruit, etc. Et tu parlais d'arrêter, donc du coup, un gars qui a mis des engins, enfin qui faisait des engins explosifs. Voilà. Tu m'as raconté que ton collègue était tombé dans le trou. Comment se passe une mission comme ça, justement? Est-ce que tu peux nous décrire un peu quand tu vas chercher quelqu'un dans le noir, dans un village là-bas? Déjà, c'est d'arriver de suffisamment loin pour avoir cette capacité à couvrir la zone et à observer avec précision. C'est pour ça qu'on a des jumelles thermiques. Et après, en fait, c'est de trouver le meilleur moment pour déclencher l'action. Et en fait, on va trouver le meilleur moyen pour entrer, parce qu'en fait, pareil, c'est pas des maisons, on n'est pas sur de la maison européenne. En fait, c'est de la maison en terre qui a été faite comme ils ont pu. Donc forcément, des fois, il y a une entrée qui est commencée mais qui n'est pas finie.
Comment ça se passe cette mission-là? Donc là, on arrive en fait, on arrive sur position. On avait pris ce qu'il fallait pour être assez en avance en fait, pour arriver tôt sur objectif. On prend le temps d'observer. Donc là, on voit le village, il est relativement calme. On a confirmation en fait que le téléphone, surtout le téléphone du mec est là. On ne sait pas si le mec est là. Ça se peut, il a juste posé son téléphone sur la table de nuit, mais on sait qu'il est là. Donc on se donne le temps d'observer. Et là, on commence à rentrer, à prendre un petit groupe, en fait, de façon à ce qu'il s'il part, en fait, pouvoir le rattraper par un autre endroit et à se diriger doucement vers la maison. Arrive aux abords de la maison, on fait pareil, on marque un petit stop, de façon à commencer à observer la porte, voir si on rentre par la porte, s'il y a une seconde porte derrière. Okay. Parce que souvent, en fait, il y a souvent aussi l'idée d'avoir une porte de service, une porte piège. Ils utilisent tout le temps la même porte. En fait, c'est voir la porte qui est utilisée et la porte qui n'est pas utilisée. Et là, on rentre doucement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi en fait, à aller jusqu'au pied de son lit. Et il s'est réveillé vraiment à 1,50 m de nous. Ah, il avait une arme à côté de lui? En fait, non, il n'avait pas d'arme. L'arme, elle était plus loin. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis le bouclier devant, de façon à ce qu'il avait une arme, en fait, pouvoir au moins se protéger. Et là, en gros, le bouclier lui est tombé plein fer dessus. Tu le lâches pour l'assommer, quoi. Oh, ouais, il a pris 40 kilos de bouclier plus 80 kilos de mec. Ah, il se laisse tomber dessus. Oh, ouais, il n'a pas cherché 20. Pendant ce temps, nous, on l'a conditionné. Tu fais quoi? Tu l'assommes un peu ou même pas? Non, en fait, du moment où il est en fait, où t'as le bouclier dessus et on commence à le conditionner, en fait, les mecs, ils sont téméraires, mais pas trop non plus. Ouais. Quand c'est 3h20 du matin, que t'as 6 mecs avec des casques, des fusils d'assaut et un bouclier qui tombe dessus, ben, le retour à la réalité, quand même, il est violent. T'as pas trop envie de jouer. Et là, du coup, vous lui mettez un cercliste, des menottes? Ouais, on a des menottes qui sont prévues, qui se mettent rapidement, voilà, des menottes en textile. Voilà, on les met, on lui bande les yeux, en fait, de façon à ce que s'il veut... Il n'y a plus de repère. S'il veut partir, en fait, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui. Ouais. Et là, tu l'emmènes dans l'hélico? D'abord, on l'extrait de la maison et on repart. En fait, le but est de repartir aussi discrètement qu'on est venu. Donc, tu lui dis de fermer sa gueule, voilà. En gros, ou vous lui bandez pas la bouche, non? Non, et en fait, il comprend aussi qu'il faut qu'il soit calme, parce qu'en fait, s'il déclenche un combat, en fait, des autres vont mourir. Il me semblait qu'il y avait sa famille quand même dans la maison. Donc, en fait, potentiellement, si ça tire, ils savent très bien aussi que... Il tue tout le monde, quoi. Voilà. Ok, waouh. Et là, tu l'emmènes, interrogatoire? C'est vous qui faites les interrogatoires, parfois? Alors, on fait interrogatoire. On fait la première partie de l'interrogatoire. Ça veut dire qu'on essaye de récupérer du renseignement d'utilité directe. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des armes dans la maison? Est-ce qu'il y a d'autres personnes recherchées? Vraiment, tout ce qui peut être vraiment utilisable dans les 2 heures. Ah, d'accord. Voilà. Après, nous, on n'a pas les méthodes interrogatoires que les professionnels ont. Oui. Comme les professionnels d'interrogatoire ne vont pas faire des assauts sur les maisons. Voilà. Nous, on fait ce qu'on peut. On essaye d'avoir du renseignement d'utilité immédiate. Et après, en fait, on l'extrait. Il reste en captivité le temps qu'il soit récupéré en premier temps par les forces françaises pour un premier interrogatoire. Et après, il est remis aux autorités locales pour un second interrogatoire. Qui doit être moins sympathique. Qui est beaucoup moins sympathique. En fait, parce que mine de rien, en fait, en France, on respecte un peu plus. En France, on a quand même même si on n'est pas sur notre pays, on a quand même, en fait, on doit obéir aux lois françaises. Donc, les lois françaises en matière d'interrogatoire sont quand même... Et tu as un moyen pour faire parler vite quelqu'un? Quand tu veux vite une info, est-ce que tu lui dis un truc, tu lui fais quelque chose, vous avez une technique? Après, si on a des moyens de pression sur... ce qui marche bien, c'est les moyens de pression sur la famille. Si on voit un petit peu le fils ou quelque chose, qui a des trucs litigés sur la famille, on peut mettre un petit moyen de pression en disant, voilà, tu nous donnes quelque chose, on nous donne quelque chose. Ce qui peut marcher. Après, souvent, les gens, ils sont quand même conditionnés. Et c'est très dur d'avoir, en fait, du renseignement immédiat. C'est pour ça qu'il y a des services spéciaux qui utilisent des moyens, en fait, particuliers en termes de captivité, de manque de sommeil, de manque de nourriture. Il est pousse à bout, quoi. Ouais, voilà. Y a des techniques, quand tu les donnes aux locaux, où tu sais que les interrogatoires, vraiment, est-ce qu'ils disparaissent, les gars?
Qu'est-ce qu'ils en font, les Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qu'ils en font parce que déjà, c'est pas notre boulot. Mais souvent, en fait, il y a des fois, en fait, les mecs en capture, en fait, ils disent rien. Et dès qu'ils savent qu'ils vont être récupérés par les locaux, en fait, ils commencent à parler un petit peu. Donc, ça sent quand même la crainte un petit peu. Ils se disent, je vais essayer de gratter quelques jours de plus avec les. Faut mieux être avec les forces spéciales françaises qu'avec les gars. Alors avec les forces spéciales françaises, ils restent jamais longtemps avec nous parce que, enfin nous c'est pas notre boulot, on a autre chose à faire. On les remet en fait, c'est, j'ai plus le nom de l'organisme exact. On les remet en fait au personnel d'interrogatoire. En détention. Voilà. Ok. Qui en fait, c'est protocolé. En fait en France quand même tout est assez protocolé et c'est en fait. On doit, par exemple, toutes les 2 heures donner à boire, toutes les 6 heures donner à manger. Donc, en fait, la personne sait qu'elle aura mangé, sait qu'elle aura à boire. Ah oui, alors que quand ils sont interrogés par les gars de là-bas, je vais te demander fait ou pas fait, tu me dis oui ou non. D'accord. Si c'est fait, juste une petite explication rapide, d'accord? D'accord. Ne pas respecter un ordre. Non. Jamais? Non, tout le temps, ouais. T'as toujours respecté? Ouais. Prendre un risque inutile. Tu t'es dit, tiens, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, après, oui, fait, mais c'est des petits trucs à 2 balles. C'est vrai que des fois, en fait, c'est des petits risques ou faire des rappels avec des hauteurs de fou. On a fait un rappel de 100 mètres en hélico une fois. Ah waouh, descendre encore de 100 mètres? Ouais. Ah ouais, putain la vache. Voilà. Ça se fait, en fait, c'est vrai que y a aucune opérationnellement, il y a aucune plus-value. Opérationnellement, c'est nul à chier. Mais c'est fun. Mais en fait, tu te dis que faut pas lâcher la corde, quoi. Ouais. Après, voilà. 100 mètres, c'est très haut quand même. C'est très haut. C'est le premier étage de la Tour Eiffel. Descendre dans une corde, voilà. faut pas lâcher la corde. C'est surtout que la corde chauffe très vite. Elle peut chauffer très vite. Avec les gants? Ah, c'est ça. Ouais, on a des gants qui sont faits pour. Mais en fait, c'est le frottement de la corde sur le descendeur qui peut très vite chauffer. C'est pour ça qu'en fait, il faut quand même être relativement smooth sur la vitesse où on veut descendre. Est-ce que tu as déjà trop bu avant une mission? Jamais. Jamais? Jamais, non. Non, mais ça peut mettre la veille, tu vois, où tu te dis t'as un peu la gueule de bois. Non, mais en fait, je prenais déjà, en fait, on buvait jamais en mission. De temps en temps, une bière, en fait, après une grosse opération, peut-être une bière, mais en fait, il n'y avait jamais, même pas jamais. C'est vrai que c'était une discipline de vie de jeune, déjà de base, je ne bois pas beaucoup, et c'est une discipline qu'on s'instaurait, en fait, en opération, en mission. Voilà, on ne touchait pas à l'alcool, parce qu'en fait, le problème, c'est que les missions, en fait, surtout, en fait, ça arrive, on ne sait jamais quand ça part. Ouais, donc si t'es bourré, c'est pas possible. Voilà. Ça serait dommage. Est-ce que tu t'es déjà trompé de cible? Non, jamais. Quand vous y allez, vous savez vraiment que c'est la bonne personne. En fait, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de normal et un équipé des forces spéciales. En fait, dans le process de tir, le premier truc, c'est l'identification. En fait, l'identification, ça permet de savoir en fait, si c'est ami ou ennemi. Et donc, en fait, c'est ce qui régit toute la suite. Est-ce que tu as déjà obtenu une médaille pour une mission? Oui, à plusieurs reprises, oui. En fait, c'est vrai que, pareil, dans les forces spéciales, on a le fait d'être beaucoup plus engagé que le reste de l'armée. Et comme je dis, en fait, de base, nos actions sont à forte valeur ajoutée. Donc, en fait, régulièrement, pour nos actes, en fait, on récupère des médailles. Est-ce que tu as déjà réalisé une mission secret défense? Est-ce que tout est secret défense chez les FS? Alors, secret défense, c'est beaucoup de choses en secret défense, en fait, dans les FS, mais oui, je dirais déjà réaliser des missions assez secrètes. Tu as déjà essayé de sauver un camarade? Un jour, vous avez dû sauver un gars d'un autre groupe qui avait perdu la liaison dans un assaut. Oui. Et finalement, en fait, vous arrivez un peu trop tard, c'est ça? Ça commence à tirer, on perd la liaison avec un équipier de notre groupe. Et du coup, en fait, s'enchaîne dans la mission, une seconde mission de secours, en fait, pour essayer d'aller le récupérer. En fait, le problème, c'est qu'on ne savait pas. On a eu, ce qu'on savait, c'est qu'on a eu échange de coups de feu et perte de liaison avec le mec. Pourquoi il était tout seul? Il n'était pas tout seul, en fait, ils ouvraient un angle à 2, sauf qu'au moment de l'échange de feu, en fait, les deux se sont abrités, mais se sont perdus. Ok. On a pris le relais, vu qu'on était un peu sur le côté, pour venir contourner la situation et attaquer par un autre angle. Bon, le problème, c'est que en face, ils étaient vraiment tellement bien retranchés que l'assaut a duré quasiment 5 heures. Putain. Ouais. Après, c'est pas 5 heures d'assaut type Hollywood où ça tire dans tous les sens. 5 heures d'assaut, un vrai assaut combat,
Ça tire de temps en temps, ça manœuvre. Le but n'est pas de tirer, mais d'arriver à se placer. Et du coup, au bout de 5 heures, on arrive à se frayer un chemin parce que, autant dans un bâtiment, tout est assez limpide. Ça veut dire qu'on a escalier, couloir, pièce. On a fait à peu près le tour. Là, on était dans un gros pierrier avec des cavités dans tous les sens, des petits recoins un peu partout à gauche, à droite. Donc, en fait, il faut essayer de déjà comprendre comment, de nuit, comment cette cavité elle est faite. C'est quoi un pierrier? Un pierrier, c'est des énormes pierres, les unes sur les autres, voilà, qui forment en fait une mini-montagne. Ok. Et ce qui fait qu'en fait, tu peux te cacher partout, quoi. C'était une zone vie en fait. Ils avaient des petites cavités à l'intérieur où ils étaient repliés. Il y avait des petits passages. Ouais, comme des mini-grottes. Voilà. Il y a la complexité de ça de jour et de nuit avec le manque de luminosité. En fait, il change complètement de visage. De visage. Et là, tu retrouves le gars? Et aux alentours de 6 h du matin, on le retrouve. Voilà, bon, mais en fait, il avait été tué sur le coup. Voilà, il avait pris une balle au niveau de la gorge. Ce qui nous rassure sur le coup, c'est que bon, il a pas dû souffrir. Parce que le pire, c'est d'être de voir quelqu'un en fait qui se vide, qui souffre, qui agonise, et de ne pas pouvoir en fait aller le secourir. Ouais, le secourir, bien sûr. Et là, tu pars, et tu as un djihadiste que tu n'avais pas vu qui te tire dessus? En fait, après la mission, on se réarticule. Ça veut dire que on sécurise la zone et on met en place, en fait, on va fouiller, regarder s'il n'y a pas de piège et tout ça. Et en fait, on venait de retrouver notre collègue depuis 5 minutes, 10 minutes, en refaisant machine arrière de là, et le jour commençait à se lever. Donc voilà, on commençait à voir les formes et tout ça, à redistinguer un peu tout. Je tombe sur un djihadiste. En fait, je vois des pieds, une calache. Je commence à lui faire des injonctions et à lui dire de se rendre. Bon, même dans l'assaut, en fait, on a toujours en fait cette volonté d'identification. Menace, pas menace, c'est en fait un djihadiste vivant est mieux qu'un djihadiste mort. Pour des infos. En fait, voilà, il y a toujours besoin d'avoir de l'information. L'avantage, j'étais derrière lui, moi je voyais ses pieds et son arme. Donc en fait, je lui fais des injonctions, j'étais prêt à tirer. S'il fallait tirer, s'il faisait ne serait-ce qu'un mouvement suspect, j'aurais pu l'abattre sans problème. Mais là, voilà, j'appelle du renfort. Parce que c'est jamais simple, parce que s'il y en a un, il peut y en avoir plein. Donc en fait, là, on s'occupe de lui, on le conditionne, on le refait passer derrière, prêt à être évacué. Et là, après, on passe au crible toute la zone. Et tu avais une mission, Oui. pour donner un exemple de mission secrète. T'es largué avec 50 gars du premier PIMA dans un pays en guerre, dans lequel on n'est pas censé être, sans donner le nom, et dans le but de t'occuper. En fait, en gros, est-ce que tu peux expliquer cette mission? On ne donne pas de détails, Voilà. parce qu'on a le droit de le faire. Vous êtes nombreux à raconter des trucs, il ne faut juste pas donner le pays. Voilà. On a des missions en fait qui sont plus secrètes que d'autres, on va dire. Où là, en fait, on a été avec une cinquantaine d'autres opérateurs de tout le COS. En fait, on n'était même pas du premier PIMA, C'est tout le COS. spéciales, ouais. C'est toutes les forces spéciales, en fait, air, terre et mer. En fait, dans ce pays-là, dans le but en fait, d'aider les rebelles en place à se soulever contre le dirigeant en place. Ok. Pour renverser le gouvernement, en gros. Voilà, et commencer à faire beaucoup d'exactions sur la population et s'en prendre à la population. Donc vous aidez à ce que le peuple se rebelle. À 50. Dans un pays, c'est pas beaucoup. Voilà, ouais. En fait, par le biais de frappes et de frappes aériennes et d'avantages technologiques, en fait, on peut avoir une forte valeur, valeur ajoutée sur l'effet que... Même à 50. Voilà, même à 50. Et du coup, en fait, on est divisé en plusieurs groupes de 4, entre 4 et 10, répartis dans le pays, avec chacun entre 10 et 200 combattants. Et on va les accompagner au fur et à mesure dans le pays, leur amenant en fait soit des images satellites pour en fait reconnaître des zones, les aidez, quoi. soit des frappes, voilà. Mais c'est pas vous qui participez. On les accompagne. Non, notre mission n'était pas de participer au combat, au contraire, en fait, c'était d'éviter, nous, les combats et de faire sauter des verrous et de faire... voilà. Ouais. D'accompagner la population à y arriver. Voilà. En fait, tu appuies pas sur le bouton, tu dis tiens, toi, appuie sur le bouton. En gros, c'est un peu ça. C'est très particulier, c'est ça qui vraiment en fait fait la différence entre une mission force spéciale ou pas. C'est la finalité. Parce qu'en fait, si on reprend le contexte, on n'a pas forcément tiré, on n'a pas été trop dans les combats.
Mais en fait, la valeur ajoutée qu'on avait derrière... Et ça a marché? Et ça a marché, oui. Et t'as pas tiré un coup de feu? Si, j'ai tiré quelques coups de feu parce qu'on s'est fait prendre à partie quelques fois... Par les forces du pays? Par les forces du pays, en fait, quand on était sur nos bivouacs, en fait. Mais le protocole, en fait, était de se soustraire à l'action plutôt que d'engager le combat. Ouais, le but, c'est un peu de... Ben, en fait, le problème, c'est que c'est plus des serpents que des buffles, à ce moment-là. C'est de se cacher un peu, de pas montrer qu'on est là. En fait, le problème, c'est que si un Français était blessé ou tué dans le pays, là-bas, en fait, politiquement, ça aurait été très compliqué à justifier. Ah oui, d'accord. Ah, on avait dit qu'on n'y était pas, quoi. Donc voilà. Et c'était quand, ça, en Belgique? T'imagines, truc de fou et tout, t'apprends qu'il y a ça en Belgique. On embrasse les frérots belges. C'est un truc de fou. Et donc, c'est une mission qui a réussi pour toi. C'est très dangereux, ça? Ben, en fait, dangereux, c'est vrai qu'elle était relativement dangereuse parce que, autant, en fait, dans 90% de nos missions, en fait, on est en supériorité constante. Ça veut dire qu'on est supériorité technologique, on a des avions, des drones, des hélicoptères, on a tout au-dessus de la tête. Ouais, et en cas de problème, on est, en fait, on est tout le temps appuyé. Par l'OTAN. Voilà. Autant là, en fait, on était à un moment 4, au milieu de je sais pas où, et en cas de problème, on se démerdait. Ah waouh. En cas de problème, on se démerdait. Et c'est ça qui la rend super intéressante, la mission, parce qu'en fait, on est complètement autonome. T'as une voiture? Comment? T'as une voiture à ce moment-là? Oui. Mais t'as quoi comme drapeau dessus? Rien. Ah oui, c'est undercover. Ouais, undercover, ouais, voilà. En fait, fallait et pas... même sur toi, il n'y a pas marqué... Rien du tout. C'est vrai? Fallait qu'il n'y ait rien du tout apparenté France. En fait, on était en civil. On était en civil pur. Alors, assez dissilhouetté pour ne pas apparaître comme des Européens. Bon, ce qui est complètement... complètement, en fait, pas ridicule, mais ce qui est très dur à faire. On voit que tu es Européen. Voilà. Ou Américain, en vrai. Et après, c'est vrai que la population, en fait, notre population est quand même souvent assez athlétique. Et on a autant, peut-être pas de militaires, mais on ressemble vraiment à des, pas des mercenaires, mais voilà, des gens qui travaillent dans le milieu de la défense. Et donc ça dure combien de temps, une mission comme ça? Celle-là, elle a duré un peu plus de 3 mois. Okay. Voilà, une mission standard, en fait, l'avantage, on s'est rapproché d'une mission standard. Une mission standard, c'est 4 mois. En fait, c'est le temps de projection, en fait, moyen. Ça permet, en fait, tant au niveau budget qu'au niveau impact sur le personnel, d'avoir un bon ratio. Et là, pour comprendre, donc pendant 3 mois, tu es là-bas, tu dors où pendant 3 mois? En fait, on a eu tout comme logement. En fait, on a dormi dehors, on s'est accolé à des bâtiments les premiers temps. On a eu des hôtels assez sympas, des hôtels détruits. On a eu des genres de bâtiments, de maisons particulières. Tous les soirs, en fait, tu dors dans un lieu différent? Pas tous les soirs, mais on a bougé sur les 3 mois. On a bougé, en fait, sur les 3 mois. On a été déployé avec les gens 2 mois et demi. Et on a bougé 5-6 fois d'endroits. En fait, on faisait des points durs où nous, on mettait tout notre système en action. Ce qui fait que, parce qu'on pouvait être opérationnel de n'importe où, mais pour avoir le maximum d'efficacité, il fallait qu'on ait quand même un endroit plus apte au travail, avec des bureaux où on peut poser quelque chose et les bonnes antennes au bon endroit. Ah oui, d'accord. Et la population a réussi à se soulever à la fin, comme vous l'espériez? Oui. Ok. On n'aura pas d'autres indices pour rester bien discret. Et pour terminer, en 2017, tu es en mission au Sahel. Oui. Et tu es blessé, mais pas dans un échange de coup de feu, mais dans un entraînement. Oui. Et pas par tes balles. Oui. Pas par tes cartouches. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, en 2017, on était sur un entraînement de nuit, un entraînement tout à fait standard. Et je me retrouve en fait blessé par 2 projectiles. Un au niveau qui rentre au niveau de l'omoplate, qui ressort par la clavicule. Et l'autre en fait qui vient en fait taper mon gilet en fait et me péter une côte. Ok. Voilà, donc du coup, c'est vrai que sur le moment, ça fait déjà ça surprend, ça choque parce qu'on ne s'attend pas à être blessé à l'entraînement. Une sensation de douleur énorme, en fait. C'est une sensation, en fait, un genre d'électrochoc qui grandit directement.
J'ai eu le temps en fait et la lucidité d'annoncer la blessure à la radio, ce qui fait que indirectement tout le monde a été au courant et le santé a pu directement intervenir sur moi. Donc il est directement intervenu sur moi. Tu la prends dans le dos, c'est une cartouche que tu prends, c'est pas un éclat, hein, c'est une vraie cartouche? Ah non, c'est une vraie. Je la prends toute entière celle-là. C'est quel calibre? C'est du 5,56. Tu prends une 5,56 dans... Ah ouais. Oui. Donc ça fait du dégât. Ouais, ça fait pas mal de dégâts. J'ai l'omoplate qui a été perforée, poumon perforé, la clavicule éclatée et la première côte de pété. Ok. Voilà, la première balle. Et rentre et sort. Voilà. Ouais, c'est des balles qui sont très fines, mais très très puissantes en fait. En gros. Voilà, on a à peu près, sur un fusil d'assaut, on a à peu près 1400 joules en sortie de canon. Voilà, donc quand tu fais de l'airsoft et que tu sais que c'est limité, je crois, à 2 joules, ouais. Tu comprends que 1400 joules, ça fait très mal. Parce que déjà, 2 joules, ça t'arrête la respiration. Parfois, t'en prends une un peu mal placée, t'es là, ça pique, t'as un gros bleu. Ouais. Donc 1400 joules, ça fait sauter une porte. Hein, voilà. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est violent. C'est... Donc du coup, ouais, c'est vrai que... Et t'es arrêté net? Alors, arrêté net, je sais pas, il y avait... En fait, le problème, c'est... on me pose souvent la question... Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Et arrêter net, parce que le problème, j'aurais peut-être pu combattre si le contexte avait été autrement. Enfin, combattre, j'aurais peut-être pu continuer un peu à me défendre dans une situation de combat. Mais t'as quand même tendance à vouloir... je me suis mis en position... Enfin, j'ai annoncé à la radio et je me suis mis en position fœtus en attendant qu'on intervienne sur moi. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que t'as compris tout de suite? La douleur... En fait, non, j'avais pas compris au début, tout de suite. Au début, je croyais réellement que c'était une grenade qui avait pété dans mes équipements. Parce qu'en fait, j'ai eu une douleur sur toute la partie droite, en fait, puisque la première a tapé au niveau des côtes, ici, et la deuxième dans la clavicule. Et j'ai eu une douleur, en fait, qui s'est ressentie tout là. Et j'avais pas En fait, j'arrivais pas à situer vraiment la douleur. Et pour moi, en fait, j'avais peut-être un bout de côté qui était parti, je sais pas du tout. Ouais, t'avais du mal à tellement estimer. intense, ouais, j'arrivais pas à T'arrives à parler encore? Alors j'arrivais à parler vu que j'ai annoncé le contact, mais je commence à voir en fait au début la douleur est pas, je dis pas si énorme. La douleur est sur 10, t'es pas à 10 sur 10 quoi. En fait ouais, je peux la contenir et au fur et à mesure elle devient de plus en plus forte jusqu'à devenir extrêmement forte. Plus le poumon en fait qui se comprime avec le pneumothorax. Parce qu'en fait le pneumothorax c'est quand il y a une poche d'air qui se crée entre le poumon et la plèvre en fait et ça fait très mal et c'est très oppressant, c'est une douleur en fait qu'on n'arrive pas à maîtriser et on sent en fait qu'on se fait comprimer de l'intérieur. Et du coup le corps comprend pas, il y a pas d'adrénaline qui est envoyée à ce moment-là. Oui. Le corps comprend un petit peu quand même parce que j'ai quand même cette sensation d'adrénaline qui vient parce que là, j'ai mal, mais ça, je reste conscient et j'arrive à être plus ou moins lucide. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là? Du coup, tu te mets en fœtus? Alors du coup, je me mets en fœtus, j'attends qu'on vienne sur moi. Là, c'est le santé de mon groupe qui vient sur moi, qui commence à me médicaliser. L'avantage, c'est que, c'est pas parce que c'est mon groupe, mais il était très bon. Il était ultra bon, donc en fait, j'avais une entière confiance en lui. Quand il est arrivé, qu'il a commencé à s'occuper de moi. Il t'a dit? Il m'a rassuré, en fait, il m'a pas dit ce qu'il y avait. Il m'a dit, il a regardé, il a pris 30, même pas 10 secondes le temps d'analyser. Il m'a dit, c'est bon, t'inquiète, ça va aller, tu vas t'en sortir. Voilà. Mais en fait, c'est les mots, en fait, il a su trouver les mots qui allaient bien et il a su travailler tout en restant neutre et pro. Et ça, mine de rien, ça va être compliqué de travailler de commencer à médiquer sur un pote. Médiquer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire, l'affect, il rentre moins en compte. J'avais énormément de ça, j'ai dû perdre, il me semble que j'ai perdu un peu plus d'un 2200 au niveau du trou de sortie. En fait, le trou de sortie est souvent beaucoup plus gros que le trou d'entrée. Oui, c'est ça, le trou d'entrée, tu vois même peut-être même. Le trou d'entrée, on le voyait quasiment pas. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps. Ils l'ont cherché. Parce qu'en fait, le trou d'entrée sur une balle de fusil d'assaut, il est d'un demi-centimètre. Ah, c'est ça. Et alors que le trou, c'est un. Le trou de sortie, il était. On devait avoir un carré, on devait avoir ça. Et là, t'as une énorme marque du coup maintenant suite à ça? Là, désolé pour le micro. Vas-y, t'inquiète. Ouais, donc ça te fait un gros trou de sortie? Ouais, ça fait un gros trou de sortie. Du coup, en fait, il y a je dirais 2-3 cm de clavicule qui partent en éclats. Putain. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, en fait, j'ai plus
j'ai plus la même longueur entre la gauche et la droite, donc quand je mets les mains en l'air, j'ai un petit décalage. C'est vrai? Ouais. Vas-y, monte pour voir. Ouais. Ça se voit? Ah, c'est plus court à droite? Ouais. Ah ouais, putain, ouais. Et du coup, c'est vrai que dans le crossfit, je le ressens un petit peu quand même, quand j'ai des barres au-dessus de la tête. Putain, c'est... Ah oui, parce que maintenant tu fais du crossfit, on va en Ouais, parler. Juste pour terminer là-dessus. Ouais. Là, comment ça se passe? Ils t'emmènent à l'hôpital, ils t'emmènent en hélico, comment ils font? Comme par hasard, il y avait un hélico de chez nous qui était en test, en manip, à ce moment-là. Donc en fait, il y avait déjà le moteur qui tournait. Entre-temps, un mec du groupe va commencer à voir l'hélico, leur dire break et tout, il y a un blessé. Il faut charger le blessé, il faut l'évacuer. Entre-temps, pareil, il y a le doc qui est arrivé pour continuer le process. Parce qu'en fait, au niveau médic, en fait, chaque entité, on a les Oxan dans les groupes, c'est les infirmiers des groupes. On a les infirmiers et les docs. Et chacun a un degré de compétence. Ah oui, oui, capable de recoudre ou pas l'autre. Voilà. Attends, question dont tu n'as pas parlé. Qui t'a tiré dessus? Je ne sais pas. L'armée ne sait pas. Non, c'est vrai? L'armée ne sait pas. Mais non, mais t'étais avec tes potes. Oui, oui. En fait, on était le groupe plus un personnel... Local? Non, un personnel de l'armée. Un maître chien qui était rajouté au groupe. Que tu suspectes? Qui est fortement suspecté. Après, voilà, c'est compliqué. En fait, c'est un sujet ultra délicat parce que il y a beaucoup de preuves qui renvoient vers lui. Balistiquement, il pouvait pas regarder? Balistiquement, en fait, le problème, la balle n'a pas été retrouvée. Ah ouais? Du côté de l'armée, en fait, ça a été classé sans suite. Ah, ils ont un peu... Pour manque de preuves. D'accord. Voilà. Et il sait pas... Enfin, personne n'est venu s'excuser parce qu'il y en a un qui sait. Oui, forcément. Enfin, tu sais quand tu tires, tu sais toujours où tu tires à peu près quand même. Oui, voilà, et je pense qu'avec le niveau qu'on nous demande, on doit savoir où on tire. Mais il t'en met 2 en plus. Oui, voilà. C'est pas comme s'il y avait un coup qui était... Oui, voilà, bon, moi, après, c'est vrai que pendant tout le temps de rééducation, j'ai eu le temps de faire tout mon film, de le retourner. Parce que quand t'en tires une, il faut tirer l'autre, faut vraiment vouloir. Voilà. Après, voilà, je pense que techniquement, c'est une rafale qui a dû partir. Parce qu'il restait plus beaucoup de munitions, en fait. Il y en a 2 qui sont partis parce qu'il restait que 2 balles dans le chargeur. Ah oui. Voilà. Il y a de la chance de ne pas la prendre dans le coup. Le problème, c'est que c'était la prochaine. S'il y en avait une troisième, elle partait dans le coup, puisque la première était là, la deuxième était là. Et la troisième, elle tapait plus haut. Ah oui, ça part vers la gauche. Ouais, c'est ça. Et en fait, avec les trajectoires qu'on voit, c'est forcément un droitier qui tient son arme de droite vers la gauche. Bon, après, ça c'est mes théories du complot. Non, mais quand je dis mes théories du complot, c'est que... Pour 2 cartouches, là, c'est plus une théorie du complot. C'est normal de se poser la question. Hein. Oui, non, mais ouais, je m'entends. Mais c'est vrai que, en fait, par rapport à la liste des pseudo-suspects, les choses seraient... Ça me nuise. Les personnes, ça me nuise au nombre de M. Et... Non, mais voilà. Lui, s'est jamais excusé, ça coûte rien de faire des excuses. Oui. L'erreur est humaine. Mais en fait, c'est ce que je reproche. En fait, je reproche à personne. En fait, l'erreur, le mec serait venu me voir en me disant putain, j'ai fait de la merde, franchement, je m'en veux. Je lui aurais dit putain, tu fais chier, t'es un idiot. Mais voilà, c'est bon. Au moins, il s'excuse. C'est bon. C'est un bonhomme. Voilà, mais en fait, voilà, mais je l'aurais accepté et je l'aurais conçu. Je veux dire, là, je suis en vie, voilà. Je veux dire, oui, tu me dois un truc à vie, je le saurais te dire quand et où. Mais non, t'as récupéré toutes tes facultés. J'ai récupéré pas mal de facultés. Tu repars tu pars en 2021, donc tu repars quand même au Mali, en Irak et tout, tu repars en mission après. Je repars en mission, ouais, je repars en 2019, je crois. T'as quand même envie d'y retourner? Ouais. En fait, c'est ce qui m'a animé. En fait, il y a 2 choses qui m'ont animé pour ma rééducation. C'est de faire mentir les docs, parce qu'en fait, quand je me suis réveillé à Percy, à Paris, l'hôpital militaire de Clamart. Voilà, on m'a dit clairement, en fait, c'est fini l'armée, c'est fini les forces spéciales, tout est fini. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Voilà, la douche froide, j'étais pas prêt. Sur le coup, j'étais pas prêt. Et du coup, il m'a dit, je lui ai dit non, mais en fait, c'est pas fini. S'il y en a un qui dit que c'est fini, c'est moi. Donc, vous m'avez dit que c'est fini. Moi, maintenant, mon but sur les 2 prochaines années, c'est vous faire mentir. Ah ouais, d'accord. Et t'as réussi? Et donc, ouais, après 1 an et demi de rééducation, j'ai quand même réussi à reprendre bien comme il faut. Bon, il y a toujours des douleurs, les douleurs resteront. Il faudra apprendre à vivre avec, mais j'ai quand même récupéré vraiment bien. Et du coup, voilà, j'ai pu repartir sur 2 missions en 2019, le Mali et l'Irak, avant d'arrêter. Avant d'arrêter, voilà. En 2021,
Voilà. Et en 2023, donc en mai 2023, tu as ouvert ta salle de sport pour terminer à Marcoussis. Voilà. C'est ton t-shirt. Voilà, ouais. CrossFit Marcoussis. Tu as ouvert ça avec qui? Pourquoi? Comment? Explique un peu. Alors, j'ai ouvert ça avec ma compagne, et tous les deux passionnés de sport. On était tous les deux en reconversion professionnelle. Le problème, on vivait sur Biarritz, et Biarritz, c'est quand même assez... c'est assez chargé en termes de salle de sport. Et derrière, en fait, les prix se valent avec la région parisienne. Donc, pour de multiples raisons, en fait, on a eu des bonnes opportunités à Marcoussis avec la salle de sport, avec un local dans une nouvelle zone émergente bien placée. On est arrivé le 5 janvier à Marcoussis avec un camion, de la bonne volonté et un local vide. Et là, voilà, on a ouvert début mai. Ça s'appelle CrossFit Marcoussis. CrossFit Marcoussis, voilà. Phoenix Training. Voilà. Ok, génial. Et ben, si jamais vous voulez, on vous mettra aussi, on le fait souvent quand on a des invités et tout cool, on vous met le lien cliquable en dessous de la vidéo, donc on mettra le lien de ta salle de sport si tu veux. Trop bien, merci, ouais. Pour que vous puissiez aller les voir. Et toi, tu donnes des cours un peu, t'es avec là? Oui, voilà. Okay. On est tous les deux, on est deux coachs, tous les deux, on est BPGEPS et du coup Level 1 CrossFit. Ok. L'avantage du CrossFit, c'est qu'on est tout niveau, autant on a des gens qui n'ont jamais fait de sport que des compétiteurs, des futurs compétiteurs solides qui lèvent des grosses barres. Donc c'est cool, on s'entraîne dans la bonne ambiance. Vas-y, si vous voulez aller voir comme ça, il y aura Charles, vous verrez Charles en vrai cette fois pour vous donner des cours, etc. pour le CrossFit. Donc CrossFit Marcoussis, merci mille fois d'être venu. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir, merci d'être venu raconter. Si tu veux venir aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Attends pas trop non plus. non, en vrai, j'essaie CrossFit, mais la vérité, c'est que c'est dur, quoi. Mais non. Si, en vrai, moi j'ai des douleurs d'épaule et tout, mais en vérité, j'adore. T'as du pneu aussi où tu fais le pneu? Tu peux faire après, on a le pneu, la Yoke, on a des gros sacs de terre. Je vais venir une fois. Oui. Essayez, promis. Ouais, carrément. Je te le dis là, promis, je vais venir. Merci les gars, vraiment j'allais voir et tout. Allez-y, on se retrouvera peut-être à la salle du coup, au CrossFit de Marcoussis. Merci les mecs d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, avec toutes les anecdotes vraiment chambées de Charles. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux, mais tous les liens de Charles évidemment en description dans la vidéo. Si jamais vous avez d'autres idées, ou si vous voulez venir d'ailleurs, si vous avez une histoire de fou à nous raconter, vous êtes les bienvenus. On vous met un mail qui s'affiche, vous pouvez vous inscrire. Et on répond à tous les mails. Merci de vous abonner les gars en masse sur Légende, ça fait trop plaisir. Petit pouce en l'air et petit commentaire, ça nous aide. Gros bisous les gars.